Bruce was really ahead of his time. So he called me up and said, I want to do a movie with a fight scene that everyone will remember called Return of the Dragon. He said, will you come over? Bruce était vraiment en avance sur son temps. Il m'a appelé et m'a dit, tu sais, je veux faire un film avec une scène de combat dont tout le monde se souviendra, intitulé Retour du Dragon. Il a ajouté, viendrais-tu? Il était le nom le plus redoutable des arts martiaux. Celui qui pouvait arrêter un homme en plein assaut d'un simple mouvement. Mais derrière la présence légendaire de Bruce Lee à l'écran se cachait une vérité choquante. Des coups de pied en roue, des coups de pied latéraux au visage. On se disait, Bruce Lee et ensuite Chuck Norris, c'est comme ça que je me suis lancé dans les arts martiaux. De nombreux acteurs refusaient de travailler avec lui et refusaient d'expliquer pourquoi. Pendant des décennies, Chuck Norris est resté silencieux, suivant l'exemple de ses pairs experts en arts martiaux. Mais aujourd'hui, à 85 ans, il brise enfin le silence sur les raisons pour lesquelles tant d'acteurs refusaient de travailler avec Bruce Lee. Bruce était un individu d'un genre très rare. L'entraînement physique était sa vie, et la peur, non la célébrité, tenait les gens à distance du dragon. Rencontre avec une légende. C'était l'été 1966, dans les cercles animés mais fermés des arts martiaux d'élite à Los Angeles, lorsque Chuck Norris et Bruce Lee se sont croisés pour la première fois. En surface, ils ne pouvaient pas sembler plus différents. Norris, un champion de karaté discret mais redoutable, avait déjà remporté de nombreux titres, dont celui de champion professionnel de karaté poids moyen, qu'il conserverait pendant 6 années consécutives. Lee, quant à lui, naviguait encore dans les débuts de sa percée à Hollywood, travaillant comme Kato dans The Green Hornet, tout en préparant discrètement une tempête qui allait redéfinir la perception mondiale des arts martiaux. Leur rencontre n'était pas un affrontement médiatisé ou orchestré pour le spectacle. Elle fut bien plus subtile, une convergence organique de deux esprits destinés à transformer le monde des arts martiaux. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de connaissances communes dans la communauté des arts martiaux, attirés l'un par l'autre non par la compétition, mais par une curiosité insatiable et une soif de progression. Plutôt que de tester leurs forces dans des arènes publiques, les deux légendes ont choisi l'intimité. À huis clos, dans des dojos silencieux ou même dans le calme de maisons privées, ils s'entraînaient ensemble, souvent pendant des heures. Pas de caméra, pas de public, juste de la sueur, du silence et une passion partagée. Leurs séances allaient au-delà du simple combat. C'étaient des symposiums de technique et de philosophie. Norris, ancré dans le monde structuré du Tang Soo Do et du karaté américain, apportait un arsenal de techniques de coups de pied hauts, précis, puissants et rarement vus dans les systèmes chinois traditionnels. Ses coups de pied latéraux étaient dévastateurs, ses coups de pied en arc nets et économiques. Ces techniques fascinaient Lee, qui croyait fermement en l'adaptation et l'absorption de ce qui était utile, quel que soit le système. En retour, Lee initiait Norris à un tourbillon de mouvements fluides et imprévisibles. Son Jeet Kune Do, encore à ses débuts, était déjà puissant. Sa philosophie était révolutionnaire, intercepter les attaques plutôt que d'attendre pour les bloquer, utiliser le chemin le plus direct, frapper non seulement avec les mains, mais avec l'intellect. La vitesse de main de Lee était surnaturelle, son jeu de jambes imprévisible, et sa capacité à anticiper le prochain mouvement de son adversaire frôlait la clairvoyance. Mais plus que l'aspect physique, c'était l'échange mental qui définissait leur lien. Ils pouvaient passer des heures à discuter des limites des styles rigides, de la philosophie du combat, de la psychologie du combattant. Norris était frappé par l'accent mis par Lee sur l'absence de forme, sur l'idée qu'un véritable artiste martial devait s'adapter comme l'eau, prenant la forme de n'importe quel défi, traversant la résistance plutôt que de l'affronter de front. Mais les techniques d'arts martiaux n'étaient pas le seul sujet que ces deux légendes discutaient à huis clos. À l'époque, Bruce Lee avait déjà remarqué que Hollywood essayait de le mettre à l'écart. De nombreux acteurs ne répondaient pas à ses invitations pour des castings, tandis que d'autres refusaient catégoriquement de travailler avec lui. Les cadres d'Hollywood insistaient pour lui attribuer des rôles qui le cantonnaient. Il perdait espoir de faire plus, de devenir plus. Mais en Chuck Norris, Bruce Lee a trouvé un ami loyal, quelqu'un vers qui se tourner en cas de besoin, à l'écran comme en dehors. Ce qui a émergé de leur temps ensemble n'était pas une rivalité. C'était de l'alchimie. Ils avaient allumé quelque chose l'un dans l'autre. Et bien qu'ils soient devenus des icônes de manière très différente, leur rencontre en 1966 fut une détonation discrète, qui a modifié à jamais le cours des arts martiaux en Occident. Ainsi, lorsque Bruce Lee a décidé de se lancer à fond dans un film qu'il réaliserait et dans lequel il jouerait, il n'avait aucun doute sur la personne qu'il voulait pour incarner son antagoniste. Ainsi naquit La Fureur du Dragon,
Et le monde assista à quelque chose qui allait changer la définition même des combats d'arts martiaux. L'affrontement au Colisée, plus qu'un combat. En 1972, la relation entre Bruce Lee et Chuck Norris était passée de partenaires d'entraînement amicaux à quelque chose de bien plus profond, des collaborateurs artistiques sur le point de graver leur nom dans l'histoire du cinéma. Cette évolution a culminé avec La Fureur du Dragon, le premier film réalisé par Bruce Lee, où il prit une décision créative audacieuse. Il choisit Chuck Norris, alors sextuple champion du monde de karaté, comme son adversaire à l'écran pour la scène finale. Le décor ? Rien d'autre que le légendaire Colisée de Rome, un lieu aussi dramatique et chargé d'histoire que l'affrontement lui-même. Mais c'est là que la réalité et la légende commencent à se brouiller. La séquence du Colisée n'était pas autorisée. Il n'avait ni permis de tournage, ni filet de sécurité, ni marge d'erreur. Pour donner vie à cette vision, Lee et son équipe ont secrètement soudoyé des gardiens locaux pour leur accorder 1 heure, juste 60 précieuses minutes, pour filmer ce qui deviendrait la scène de combat d'arts martiaux la plus emblématique jamais portée à l'écran. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Et pourtant, dans cette fenêtre d'opportunité volée, quelque chose d'intemporel fut créé. Pas de doublure, pas de trucage. Ce que vous voyez à l'écran est exactement ce qui s'est passé. 2 maîtres de leur art, testant non seulement leurs limites physiques, mais aussi leur capacité à raconter une histoire. De longues prises ininterrompues mettaient en valeur leurs compétences en temps réel. La vitesse fulgurante de Lee face à la puissance brute et ancrée de Norris. Le rythme était syncopé, une danse de souffle, de sueur et de violence contrôlée. Et le silence de l'amphithéâtre antique ne faisait qu'amplifier chaque coup, chaque chute, chaque regard. Mais au-delà de la physicalité, la chorégraphie portait un poids narratif rarement vu dans les films d'action. Ce n'était pas juste un combat. C'était une confrontation philosophique. Le personnage de Lee représentait la fluidité, l'adaptabilité et la philosophie orientale. Le Colt de Norris incarnait la rigidité, la tradition et la force brute. Au fil du duel, Lee démantelait progressivement la forme de Norris, non seulement physiquement, mais aussi idéologiquement, montrant le triomphe de la flexibilité sur la force, de l'expression de soi sur la répétition mécanique. Mais contrairement à de nombreux acteurs qui avaient eu la chance de partager un plateau avec Bruce Lee et qui en étaient repartis furieux après avoir été humiliés, Chuck Norris a perdu le combat avec le sourire. Ce qui rend le duel de La Fureur du Dragon intemporel, ce n'est pas seulement sa brillance technique, mais son âme. Ce n'était pas un spectacle tape sans grave-l'œil. C'était une méditation épurée sur le combat, filmée dans une arène vieille de 2000 ans construite pour le sport sanglant, résonnant désormais d'un autre type d'affrontement qui transcendait la violence pour approcher l'art. Pour Bruce Lee, ce n'était pas juste un combat final dans un film. C'était une déclaration, un chef-d'œuvre, une chance de fusionner la philosophie avec les points, le cinéma avec le combat, et l'héritage avec la légende. Et en Chuck Norris, il trouva le parfait contrepoids. Pas un méchant, mais un rival digne. Un homme qui, comme le Colisée lui-même, pouvait se tenir droit face à la grandeur, même dans la défaite. La confession franche d'une légende. Il est rare qu'un combattant du calibre de Chuck Norris fasse une telle admission. Champion du monde de karaté invaincu à 6 reprises, membre du Hall of Fame des arts martiaux et icône de Hollywood, Norris a passé des décennies au sommet de la discipline physique. Mais quand le nom de Bruce Lee est évoqué, son ton change. Moins de compétition, plus de révérence. S'il s'agissait d'un vrai combat, a-t-il confessé un jour, d'une voix calme et assurée, Bruce m'aurait battu. Une déclaration qui a stupéfié les fans du monde entier, non seulement à cause de celui qui la prononçait, mais aussi parce qu'elle contredisait profondément le bravade habituel des légendes des arts martiaux. Mais Norris n'exagérait pas, il parlait d'expérience. Les 2 hommes s'étaient régulièrement entraînés ensemble à la fin des années 1960, alors que tous 2 étaient des étoiles montantes du monde des arts martiaux. Au début, leur style s'opposait comme le jour et la nuit. Le passé traditionnel de Norris en Tang Soo Do et karaté mettait l'accent sur des coups de pied puissants, le contrôle et la structure. Lee, encore en train de développer ce qui deviendrait le Jeet Kune Do, était tout en vitesse et improvisation, un tourbillon hétérodoxe de techniques explosives et de réflexes fulgurants. Lors de nos premières séances, je pouvais le surpasser avec mes coups de pied, se souvenait Norris. C'était ma spécialité. Mais Bruce n'avait pas besoin de gagner le premier round. Il avait juste besoin d'observer. Bruce Lee était un étudiant dans le sens le plus pur. Chaque séance d'entraînement était une salle de classe. Il analysait les schémas de mouvement, identifiait les failles de timing, puis les démantelait. Pas par la force brute,
mais en utilisant les forces de son adversaire contre lui. En quelques semaines, l'équilibre des forces a commencé à basculer. Lee a commencé à intégrer les techniques de Norris dans son propre style, mais avec une touche personnelle. Il utilisait les coups de pied en arc emblématiques de Norris comme des feintes, des diversions, voire des tromperies. Il les réinventait, raccourcissant leur exécution, les combinant avec des pièges manuels, les dissimulant derrière une vitesse fulgurante. Mais ce n'était pas seulement l'aspect physique de Bruce Lee qui le rendait imbattable. Selon Norris, c'était son esprit, aiguisé, stratégique et entièrement focalisé. Bruce ne combattait pas pour marquer des points. Il combattait comme si sa vie en dépendait, a déclaré Norris. Cette mentalité de survie, de domination, d'absence d'hésitation donnait à Lee un avantage que peu d'adversaires pouvaient gérer. Il ne vous combattait pas. Il combattait tout ce qui se dressait entre lui et la victoire. La peur, la douleur, l'ego. Tout disparaissait quand Bruce entrait en mode combat. Et contrairement à de nombreux combattants, il ne s'appuyait pas sur des routines. Il n'y avait pas de plan à suivre. Un jour, il était boxeur, le lendemain escrimeur, le surlendemain bagarreur de rue. Il fusionnait les styles et les philosophies avec aisance, le rendant dangereusement imprévisible. Norris décrirait plus tard cela comme essayer de combattre un fantôme qui pense 10 coups à l'avance. Malgré la nature hypothétique de la question « qui gagnerait ?», il n'y a jamais eu de réelle rivalité entre les deux. En fait, ils se respectaient profondément. Norris a joué face à Lee dans La Fureur du Dragon, un chef-d'œuvre cinématographique qui mettait en vedette l'une des scènes de combat les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Vous étiez dans l'un des grands films de Bruce Lee, Retour du Dragon. Et cette scène de combat célèbre, filmée dans le Colisée de Rome, rien de moins. Mais malgré la gloire et la fortune, Bruce Lee n'a jamais pu récolter les fruits de son labeur. Aujourd'hui, les passionnés d'arts martiaux donneraient n'importe quoi pour une minute sur un ring avec le dragon. Mais à l'époque, les acteurs refusaient constamment de travailler avec lui, sapant son influence à Hollywood et le cantonnant dans des rôles stéréotypés. Bruce Lee était une légende en devenir, et pourtant beaucoup refusaient de s'associer à lui. Pourquoi ? Des décennies après la mort de Lee, Chuck Norris répondrait enfin à cette question brûlante une fois pour toutes. Pourquoi Hollywood le craignait ? Malgré le génie cinématographique de Bruce Lee, son charisme à l'écran et son art martial révolutionnaire, un schéma étrange émergeait à Hollywood. De nombreux acteurs, même des stars établies, refusaient catégoriquement de travailler avec lui. Pour un œil non averti, cela pouvait ressembler à un problème d'emploi du temps ou à des différends créatifs, mais ceux qui connaissaient les rouages de Hollywood murmuraient une vérité plus troublante. Bruce Lee avait une présence qui transcendait la performance. Sur un plateau, il ne jouait pas, il rayonnait de maîtrise. Il n'exigeait pas l'attention, il la gagnait. Sa confiance n'était pas du genre fabriqué qu'Hollywood récompense souvent, mais la certitude discrète et létale de quelqu'un qui s'était entraîné, avait saigné et s'était poussé au-delà des limites humaines ordinaires. On va lui montrer la boxe chinoise. Ouais, la boxe chinoise. Il était authentique, et c'est ce qui les terrifiait. Dans une industrie bâtie sur l'illusion, Bruce Lee était d'une authenticité inébranlable. Chaque mouvement, chaque regard, chaque réplique qu'il prononçait venait d'une expérience profondément vécue, pas d'une répétition. Il était le guerrier. Et pour les acteurs qui avaient bâti leur carrière en prétendant l'être, cela était déstabilisant. Son excellence ne se contentait pas de surpasser les autres. Elle les exposait. Il y avait des murmures derrière les portes closes, des rejets chuchotés lors de soirées ou dans les coulisses, le qualifiant de « trop ». J'ai entendu des gens dire qu'il était un imposteur, a déclaré Norris. Mais voici la chose, ces mots venaient toujours du mauvais groupe. Norris a expliqué que ces murmures ne venaient jamais de ceux qui s'étaient entraînés avec Lee, qui avaient combattu avec lui ou qui s'étaient tenus face à lui dans un studio ou un dojo. Non, ces gens-là ne murmuraient pas. Ils le respectaient. Même ceux qui ne l'aimaient pas le craignaient. Les sceptiques restaient en retrait, lançant des critiques de loin, réticents à tester leurs doutes sur le ring. Bruce Lee représentait quelque chose qui mettait beaucoup de gens mal à l'aise, une vérité sans filtre. Il n'avait pas besoin de doublure. Il n'avait pas besoin de ralenti pour sembler rapide. Il n'avait pas besoin de câble pour voler. Son corps, son esprit et son âme opéraient déjà à un niveau que la plupart ne pouvaient ni imiter ni égaler. Et cela le rendait dangereux à Hollywood. Pas parce qu'il était belliqueux ou arrogant, mais parce qu'il était indéniable. Il perturbait le système sans même essayer. Son existence même était un défi à la norme. L'authenticité de Lee était sa plus grande menace pour les insécures, pour ceux qui avaient bâti des empires sur des façades.
Il était l'incarnation de la réalité, et dans un monde alimenté par l'illusion, cela était profondément intimidant. Bruce Lee n'a pas seulement secoué Hollywood, il a ébranlé les fondations même des arts martiaux. Alors que beaucoup s'accrochaient à des disciplines anciennes et à des formes rigides transmises de génération en génération, Lee a rejeté cette rigidité avec audace. Il voyait des failles dans la tradition, surtout quand elle devenait dogme. Et ainsi, il a créé quelque chose de nouveau, le Jeet Kune Do, la voie du point interceptant. Ce n'était pas juste un style. C'était une philosophie, une rébellion, un plan pour l'évolution. Là où d'autres systèmes d'arts martiaux étaient liés par la forme et la cérémonie, le Jeet Kune Do de Lee était fluide, réactif et vivant. Il empruntait des techniques à la boxe, à l'escrime, au judo et même aux bagarres de rue. Si ça fonctionnait, ça restait. Si ça ne fonctionnait pas, peu importe son ancienneté ou sa révérence, ça était écarté. Cette approche hérétique a secoué le monde traditionnel des arts martiaux jusqu'à ses fondations. Les puristes étaient outrés. Ils le qualifiaient de irrespectueux, de briseur de règles, de renégat. Mais Bruce n'essayait pas d'insulter leur tradition. Il essayait de les transcender. Chuck Norris, l'un des rares contemporains DJ de Lee, a joué un rôle crucial dans ce processus évolutif. Il a initié Bruce à des techniques avancées de coups de pied haut, quelque chose de peu mis en avant dans le style de base de Lee, le Wing Chun, qui privilégiait le combat rapproché et les coups de pied bas. Mais Bruce, toujours l'éponge, a maîtrisé ces techniques en un temps record, les adaptant avec une précision effrayante. Ce fut un tournant. Cela prouvait une vérité fondamentale de la philosophie de Lee, la connaissance n'a pas de hiérarchie lorsque la vérité est l'objectif. Il se moquait de l'origine de la technique. Il se souciait seulement de savoir si elle fonctionnait, si elle pouvait mettre fin à un combat rapidement et efficacement. De cette manière, le Jeet Kune Do n'était pas un rejet des arts martiaux. C'était leur évolution. L'approche de Lee a prédit l'essor des arts martiaux mixtes modernes des décennies avant qu'ils ne deviennent un phénomène mondial. Alors que d'autres se disputaient sur les lignées, Bruce construisait un style pour le monde réel, adaptable, instinctif, dévastateur. Mais cette philosophie avant-gardiste entrait en conflit avec les gardiens de Hollywood et des arts martiaux traditionnels. Il ne se contentait pas de briser leurs règles. Il exposait leurs limites. Les critiques qui n'ont jamais combattu. Malgré la révérence qu'il gagnait en coulisses, Bruce Lee n'était pas étranger aux critiques. Des critiques bruyantes et cinglantes, venant principalement de ceux qui ne l'avaient jamais affronté. Il le rejetait comme une star de cinéma, un technicien tapax en grave l'œil plus préoccupé par le spectacle que par la substance. Certains disaient même qu'il était un imposteur, quelqu'un qui chorégraphiait ses combats pour impressionner mais évitait les vraies confrontations. Mais l'ironie était douloureuse et révélatrice. Aucun de ses critiques n'a jamais relevé le défi. Aucun n'a osé combattre. Comme l'a dit un jour Chuck Norris, l'un des pères les plus respectés de Bruce, avec une franchise brutale, les gens qui critiquaient Bruce étaient toujours ceux qui ne l'avaient jamais affronté. Les vrais combattants savaient mieux. Joe Louis, l'un des champions de karaté full contact les plus redoutés d'Amérique, s'est entraîné sous la direction de Bruce et lui a attribué le mérite d'avoir débloqué un nouveau niveau de conscience dans son approche du combat. Louis était déjà d'élite, mais avec Bruce, il est devenu chirurgical. Il a commencé à comprendre les angles, le rythme et la tromperie. Il ne s'agissait pas seulement de frapper ou de donner des coups plus forts. Il s'agissait de synchroniser son souffle avec celui de l'adversaire, de lire son prochain mouvement à travers le moindre frémissement de son épaule. Mike Stone, une autre pointure du circuit compétitif, a confessé un jour que la vision de Bruce des arts martiaux avait modifié toute sa vision du monde. Lee enseignait que le combat ne se limitait pas à un ensemble de règles, ni au karaté, ni à la boxe, ni au style de quiconque. Il croyait que s'accrocher à la tradition au détriment de l'évolution était la mort de l'efficacité. C'est ce qui le rendait dangereux. Pas seulement sa vitesse, pas seulement sa force, mais son esprit. Un esprit qui remettait en question les fondations même de l'orthodoxie martiale. Bruce Lee n'a jamais eu besoin de validation par des trophées ou des ceintures. Sa preuve résidait dans son mouvement, dans sa précision, dans la manière dont les combattants entraînés se figeaient sous sa présence. Il se déplaçait comme l'eau. Oui, mais une eau sous pression. Une eau avec un but. Que ce soit dans une ruelle, un petit dojo ou un plateau de tournage animé, Bruce contrôlait l'instant. Chaque moment à l'écran, il était électrisant. En dehors de l'écran, il était indéniable. Les critiques parlaient, mais les combattants savaient. Et tandis que de nombreux acteurs refusaient de travailler avec le dragon, ceux qui connaissaient personnellement Bruce Lee feraient n'importe quoi pour partager un écran avec lui.
Ainsi, lorsque Lee a proposé à Chuck Norris le rôle de son antagoniste dans son film, Norris n'a pas hésité une seconde à accepter. Et le reste, comme on dit, est de l'histoire. L'héritage qu'ils ont construit ensemble. La fureur du dragon n'était pas censée changer le monde, du moins pas au départ. Bruce Lee l'a conçu comme un projet passion, quelque chose de personnel, destiné au public asiatique et filmé avec un budget restreint à Rome. Mais le destin avait de plus grands projets. Ce qui avait commencé comme un film de niche sur les arts martiaux a explosé en un phénomène mondial. Et si la chorégraphie de combat éblouissante et les décors européens exotiques ont captivé l'attention du public, c'était quelque chose de plus élémentaire qui les gardait scotchés. Quelque chose d'indicible. C'était la chimie électrisante entre deux titans, le boxeur chinois Bruce Lee et Chuck Norris. Sur le papier, ils étaient opposés. Bruce, le guerrier philosophe iconoclaste de Hong Kong, fluide et philosophique dans ses mouvements. Chuck, le champion de karaté américain discipliné, ancré et mécanique dans ses frappes. Mais lorsqu'ils sont montés sur cette scène romaine antique pour leur duel légendaire dans le Colisée, ils n'ont pas seulement joué une scène de combat. Ils ont immortalisé un moment. Chaque mouvement était empreint de respect mutuel, chaque coup une conversation, chaque pose un reflet d'admiration plutôt que d'animosité. C'était moins une bataille qu'un ballet, une démonstration épique que les arts martiaux pouvaient être à la fois brutaux et magnifiques. En coulisses, leur lien était plus profond que ce que l'écran laissait voir. Lorsque Bruce Lee a casté Chuck Norris, il savait que ce dernier ne refuserait pas de travailler avec lui, contrairement à de nombreux autres acteurs d'Hollywood. Norris comprenait à quel point Lee était puissant, innovant et fort, et se comportait en conséquence. Il apportait avec lui des décennies d'expérience en compétition, un esprit de champion et une eagerness à apprendre de la vision cinématographique de Lee. Leur amitié, construite sur la sueur, les combats et une philosophie partagée, était l'une des rares à Hollywood non touchée par l'ego. Ensemble, ils n'ont pas seulement chorégraphié un combat, ils ont chorégraphié un mouvement. La fureur du dragon n'était pas juste un film. C'était une porte d'entrée. Il a propulsé les arts martiaux des dojos faiblement éclairés et des théâtres de niche sous les projecteurs du cinéma mondial. Bruce Lee a ouvert cette porte avec un charisme brut et des idées révolutionnaires. Chuck Norris a aidé à la maintenir ouverte, portant la discipline en Occident et inspirant des générations avec sa puissance stoïque et son dynamisme implacable. Leur héritage ne se mesure pas en vente de billets ou en trophées. Il se mesure à chaque enfant qui a noué une ceinture noire autour de sa taille après avoir vu ce film. Il se voit dans chaque film d'action moderne qui ose rendre les combats poétiques plutôt que chaotiques. Et il se ressent dans la révérence silencieuse que chaque artiste martial éprouve pour ce moment où deux légendes se rencontrent, non pas comme ennemis, mais comme égaux. Le mot final de Chuck sur Bruce Lee. Après des décennies de silence mesuré, laissant le monde parler en murmures et spéculations, à 85 ans, Chuck Norris brise le silence sur pourquoi les acteurs refusaient de travailler avec Bruce Lee. Et ce qu'il a dit n'a pas seulement résonné dans les cercles des arts martiaux. Cela a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood, à travers l'histoire, et dans le cœur de chaque personne qui s'est jamais demandé ce que cela faisait de se tenir aux côtés d'une légende. Tu veux te battre? Je t'affronte. Ce n'était pas une phrase accrocheuse bon marché. Ce n'était pas un titre racoleur. C'était une vérité qui brûlait sous la surface depuis des années. Une vérité trop lourde à exprimer jusqu'à maintenant. Les acteurs ne refusaient pas de travailler avec Bruce Lee parce qu'il était difficile. Ils ne l'évitaient pas à cause de l'ego ou de l'arrogance. La vérité était bien plus humble et bien plus inspirante. Ils refusaient parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. La présence même de Bruce Lee sur un plateau ne se contentait pas d'attirer l'attention. Elle démantelait les illusions. Ses compétences, sa discipline, son intensité n'étaient pas performatives. Elles étaient réelles, tangibles, intimidantes. Se tenir à côté de Bruce Lee, c'était comme se tenir à côté d'une flamme. Magnifique, fascinant, mais dangereux si vous n'étiez pas forgé dans le même feu. Il exposait la fragilité de la façade. Le genre de vérité qui fait trembler les hommes, non pas de peur, mais de la réalisation qu'il se tenait à côté de quelque chose de transcendant. Il ne jouait pas seulement les arts martiaux, a dit Chuck. Il était un artiste martial. Il ne jouait pas. Il le vivait, il le respirait. Et quand vous voyez cela en personne, soit vous vous éleviez à la hauteur de l'occasion, soit vous preniez la fuite. Chuck Norris ne parle pas avec envie. Il ne parle pas avec regret. Il parle comme l'un des rares qui se sont tenus face à face avec Bruce Lee et qui ont vécu pour porter ce souvenir avec révérence, avec clarté,
avec quelque chose proche de l'amour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de si talentueux que sa simple présence changeait la manière dont vous vous perceviez? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.